Je m'en souviens encore, c'était le jour de l'anniversaire de Lise quand ils sont apparus. Nous dînions autour de la table, et elle ouvrait ses cadeaux toute heureuse de trouver la poupée chérie qu'elle nous avait demandée. On entendit soudain un énorme bruit, quand la porte d'entrée s'écrasa sur le sol. Je m'étais précipitée bien sûr, mais arrivée sur place une créature grande d'1,80 m encadrait la porte. Elle était horrible, gris-noir, la tête à moitié masquée par une sorte de cagoule, où entraient des tuyaux couleur d'algues. Quand je vis ces 6 pattes souples pourvues de pinces coupantes comme des rasoirs, je fis un bond en arrière. Elle ne semblait pourtant pas s'intéresser à moi, tout occupée qu'elle était à déchirer en fines lamelles la porte en PVC. Voyant qu'elle n'était pas seule, une autre s'occupait des volets déroulants, j'étais revenue en courant pour regrouper la famille et récupérer à la va-vite quelques affaires. Je voulus aller au garage, mais elles avaient déjà commencé à découper les pare-chocs en plastique et après avoir déchiqueté la porte du garage en PVC, la voie était bloquée. Nous réussîmes à nous échapper par la porte de derrière alors que la grande baie vitrée se fracassait en 1000 morceaux sur le carrelage de la salle à manger, puis nous nous faufilâmes par le jardin. En passant près de chez les Durand, nous entendîmes un hurlement horrible. Je laissai Lise avec ma femme, et je me précipitai à une de leurs fenêtres. J'aperçus Madame Durand, dont le sang giclait d'un de ses bras arrachés, et qui se tordait sur le sol en hurlant, pendant qu'une des créatures continuait de lui taillader le corps, pour récupérer son corsage en plastique imprimé en 3D bouleversé, et comprenant qu'il n'y avait déjà plus rien à faire, je repartis en courant pour retrouver ma famille en pleurs. Lise fit tomber sa poupée, et nous fûmes obligés de revenir en arrière pour la ramasser en la calmant. Nous laissâmes impuissants les gens coincés dans leurs habitations, leurs cris et le fracas des portes et fenêtres se brisant sur le sol. Nous eûmes de la chance dans notre malheur, c'étaient les tout premiers, le front de mer maudit comme on l'appela plus tard tellement il y eut de victimes. Je réussis à saisir mon téléphone portable, mais je ne pus joindre les autorités, ni la gendarmerie, ni le maire qui était sans doute débordé d'appels. Comprenant qu'il venait de la mer, la maison était à 200 mètres de la côte normande, nous nous dirigeâmes vers le sud. Certains avaient eu plus de chance que nous, ils avaient réussi à prendre leur voiture. Nous échouâmes dans une remorque, entre un congélateur plein, que les gens avaient chargé à la hâte, un grand aquarium et un matelas. Après 20 km à la queue leu-leu derrière des colonnes de voitures nous fîmes une halte à Caen. Les nouvelles du front de mer n'étaient pas bonnes, ils sortaient de la mer par centaines, précis, méticuleux comme on les avait programmés, faisant des ballots de plastique bien calibrés, et les entassant à intervalles réguliers. On se regroupa au gymnase de Falaise, qui nous hébergea pour la nuit. Il y avait 5 ans, on avait assemblé les tout premiers xénobos à partir de cellules souches de grenouilles. Malgré leur très petite taille et grâce à de rapides progrès dans leur programmation, on en jeta quelques milliers dans l'océan, pour collecter les microplastiques. Ce fut une belle réussite, mais c'était insuffisant. Alors ils en créèrent des plus gros, plus efficaces, plus intelligents, et capables de collecter tous les plastiques que charriait l'océan. Ils étaient vraiment utiles, ceux-là. Ils regroupaient en des endroits précis les plastiques, et les stockaient dans de grands filets à des endroits précis. Des bateaux-usines venaient alors les charger. Ils étaient traités sur place, puis ramenés à terre pour être reconditionnés. Mais une fois de plus, nous avions fait une erreur. Ces xénobos plutôt inoffensifs avaient, on ne sait comment, échangé leurs gènes avec des pieuvres. Les pieuvres mutèrent et reçurent leur intelligence et leur programmation. Elles reprirent le programme, mais les xénobos avaient déjà nettoyé les océans. Alors elles cherchèrent où en trouver d'autres, et où y en avait-il ailleurs, que sur la terre ferme. Elles élaborèrent des techniques de survie pour rester hors de l'eau, avec des pots d'algues, et, ironie du sort, des seaux métalliques pêchés au fond de l'océan, pour transporter l'eau de mer. On essaya de les empoisonner avec des toxines, mais cela ne tuait que celles qui étaient à terre. La mer était gorgée de ces créatures, qui se reproduisaient à grande vitesse, et bientôt nous n'eûmes pas d'autre choix que de leur laisser le littoral. Nous avons tenté de reprendre la technique du coupe-feu, à savoir vider sur une bande de 10 km tout le plastique. Mais la tâche devint vite impossible. Le niveau de la mer monte, elle progresse encore.